Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, explication de texte, et aujourd'hui on va parler de La Princesse des Clèves. Donc on est sur du roman à l'ancienne, hein. On y va, c'est parti pour 10 minutes, go. En 1678 paraît La Princesse de Clèves, un roman classique attribué à Madame de Lafayette. C'est un roman précieux puisqu'il développe une intrigue amoureuse et met en avant la perfection des protagonistes. Également un roman historique, puisqu'il s'insère dans le règne de Henri II, suivi du règne de François II. Et enfin, ce qu'on appelle un roman d'analyse, puisqu'on y suit l'évolution des sentiments, des réflexions et des tourments liés à l'amour. La rencontre au début du roman entre Monsieur de Nemours et Madame de Clèves a lieu lors d'un bal. L'héroïne est une jeune femme mariée ayant reçu une éducation fondée sur la vertu. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença. Et comme elle dansait avec Monsieur de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser, et, pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna, et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus, et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble, sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de parler à personne, et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, et s'ils ne s'en doutaient point. « Pour moi, madame, dit Monsieur de Nemours, je n'ai pas d'incertitude, mais comme Madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour moi de deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre Majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois, dit Madame la Dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. Je vous assure, madame, reprit Madame de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. Vous devinez fort bien, répondit Madame la Dauphine. Il y a même quelque chose d'obligeant pour Monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu. Dans cet extrait, donc à l'occasion d'un bal à la cour, on assiste au coup de foudre entre Madame de Clèves et Monsieur de Nemours. Le coup de foudre est un topos de la rencontre amoureuse qui constitue ici l'élément déclencheur de l'intrigue. On va donc pouvoir se demander comment ce texte met en scène la topique romanesque de la rencontre. Nous verrons dans un premier temps que tout se concentre sur le point de vue de Madame de Clèves, pour ensuite aborder la question d'une rencontre silencieuse et dansante entre les deux personnages. Finalement, on assiste aux présentations officielles. Le premier paragraphe est donc consacré au point de vue de Madame de Clèves. On est déjà dans une focalisation externe, puisqu'on trouve des marques de la troisième personne. Elle arriva, elle, ce prince, elle arriva, comme elle dansait. Mais on est cependant dans un point de vue plutôt interne, avec en plus une mise en valeur de Madame de Clèves, qui fait écho au portrait idéalisé qu'on avait dans les premières pages du roman. Là, dans la première phrase, l'on admira sa beauté et sa parure. On est d'emblée dans un personnage qui donc attire tous les regards. C'est également l'occasion d'un événement, puisqu'on a un passé simple avec une action de premier plan. Donc on a le contraste entre comme elle dansait en second plan et il se fit un assez grand bruit. On assiste ici donc à quelque chose d'extraordinaire. C'est l'entrée en scène de Monsieur de Nemours. Elle est orchestrée, elle est vraiment mise en scène. Et on a donc la vision de Madame de Clèves qui est intriguée par ce nouveau personnage. On a d'abord des désignations indirectes. À qui, celui qui, on a des pronoms en fait sans référent concret. Comme de quelqu'un, par exemple. De plus, on a des approximations, un assez grand bruit. Elle cherchait
etc. Donc ces choses-là montrent qu'elle n'est sûre de rien, on est vraiment dans sa tête à elle. Elle découvre petit à petit Monsieur de Nemours qui lui aussi attire tous les regards. Et c'est enfin la reconnaissance. On a l'adverbe d'abord. Elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours. Ici, ça veut dire dès le premier regard. Et d'ailleurs, on a le lexique de la vue qui est omniprésent. Elle cherchait des yeux, elle vit un homme, surprise de le voir, aussi de voir, jamais vu, etc. On a donc tout ce champ lexical qui est omniprésent puisque le regard est quelque chose d'important, ils ne se connaissent pas et c'est par les yeux que passe le coup de foudre. L'idéalisation de M. de Nemours se dresse donc ainsi en parallèle de l'idéalisation de Madame de Clèves. On a un couple parfait, d'où le coup de foudre réciproque. On le voit grâce au vocabulaire amélioratif, avec les termes surprise, grand étonnement, donc qui marque ici une émotion forte chez les personnages, mais également se parer, l'air brillant, comme on avait la beauté et la parure au début pour Madame de Clèves. Donc ici, on est vraiment dans des personnages parfaits qui sont décrits grâce à l'imparfait descriptif, avec qui était dans sa personne, et il était difficile, là aussi un imparfait descriptif. Ainsi, l'association des deux personnages commence avec la dernière phrase donc, du premier paragraphe, avec ce « mais » concessif qui implique que les deux sont mis en parallèle. D'ailleurs, on l'a dans la construction de la phrase, on a un parallélisme. Il était difficile de n'être pas surprise de le voir, mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves. Et donc dans les deux cas, on a vraiment les deux qui sont émerveillés et très admiratifs de la personne qu'ils ont en face. Mais ils sont en public, donc il est très important, d'autant plus pour Madame de Clèves qui est mariée, de n'être pas découvert de la part des autres. Et c'est pourquoi on trouve des négations et des litotes très nombreuses dans le texte. On a donc, par exemple, il était difficile de n'être pas surprise, et en parallèle, je le disais, il était difficile aussi de voir sans avoir, etc. On a donc des négations qui s'accumulent, qui créent des effets de litote. Il faut faire mine de rien, il faut se contenir malgré l'émotion forte que cela génère. Dans un second temps, nous avons donc ces personnages qui se retrouvent réunis. Ils dansent, et comme ils sont exceptionnels, ils sont seuls au milieu de toute la foule, ils sont observés par tous, ils sont au centre des regards. À nouveau, on retrouve ce vocabulaire mélioratif, tellement surpris, la beauté, son admiration, un murmure de louange, donc tous ces termes-là les mettent en valeur. On a également la négation, qui renforce l'aspect irrésistible de ces personnages-là. Monsieur de Nemours, à l'encontre de Madame de Clèves, il ne put s'empêcher de donner, donc elle est irrésistible pour lui. Il l'adore déjà. Puis on assiste à un changement de vision. On bascule dans, cette fois, la tête du roi et des reines qui sont là en tant qu'observateurs, en tant que témoins, mais aussi en tant qu'entremetteurs. On a du discours indirect, avec ils les appelèrent, leur demandèrent, et en parallèle toujours ces négations qui permettent de jouer sur les sentiments cachés, avec ils ne s'étaient jamais vus, sans se connaître, sans leur donner le loisir de parler, ils n'avaient pas bien envie de savoir, ils ne s'en doutaient point, donc de multiples négations qui viennent en fait au contraire renforcer les évidences et témoigner du fait qu'il y a des regards qui ne trompent pas. Le roi et les reines ont bien vu ce qui se passait entre les deux personnages. L'énonciation, en plus, permet cette fois d'associer Madame de Clèves et Monsieur de Nemours, puisqu'on n'a plus du singulier, mais bien un pluriel. Ils les appelèrent, ils eurent fini, ils n'avaient pas bien envie, ils ne s'en doutaient point, ils étaient les voir danser. Donc on accumule en fait les pronoms qui permettent de lier les deux personnages. C'est donc une rencontre savamment orchestrée et qui amuse en fait toute la cour à laquelle on assiste. Finalement, on a une prise de parole directe et des paroles qui pourtant se veulent
ne rien dévoiler, alors que les regards sont beaucoup plus éloquents. Donc, on note d'abord la présence du discours direct. Hein. On a des pronoms de première personne, je crois, je vous assure. On a également des verbes introducteurs de parole qui en témoignent, donc dit Monsieur de Nemours, reprit Madame de Clèves, dit Madame la Dauphine, et répondit Madame la Dauphine encore une fois. Les apostrophes qui soulignent cette fois le je. Les deux personnages, Monsieur de Nemours et Madame de Clèves, ne se parlent pas entre eux. À chaque fois, ils passent par l'intermédiaire de Madame la Dauphine. Donc pour moi, Madame, il s'adresse ici à la Dauphine, dit Monsieur de Nemours. Puis, je vous assure, Madame, à nouveau, là, Madame de Clèves s'adresse à la Dauphine. Tandis que Madame la Dauphine, elle, s'adresse aux deux personnages. On joue ensuite énormément sur les implicites. Donc, du côté de Monsieur de Nemours, on a d'abord une double négation. Je n'ai pas d'incertitude. On a une négation construite en double entente, je n'ai pas, et également une négation construite avec une dérivation grâce au préfixe. Certitude devient incertitude. Donc cette double négation témoigne encore du jeu de cacher ses sentiments à l'égard de tous et de ne rien laisser paraître, sauf que ça a totalement l'effet inverse, nous, lorsqu'on le voit à la lecture. On a ici en plus un parallèle avec Madame de Clèves sans adresse de parole directe. Donc le parallélisme, il est là. Madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître. Donc clairement, là aussi, les deux personnages sont associés grâce à cette construction syntaxique. C'est ce même parallélisme qui est repris par la Dauphine. Elle le sait aussi bien que vous savez le sien. Donc on a bien elle, vous, savez, les deux verbes savoir, et etc., les compléments. Donc Madame la Dauphine persiste, elle, on le voit, elle s'amuse beaucoup à ne rien dire. Elle ne révèle rien. Elle est, elle aussi, dans ces implicites-là. Vint le tour de Madame de Clèves, chez qui on note également cette même négation. Je ne devine pas si bien que vous pensez. Elle est ici dans la feinte. Elle feint de ne pas savoir de quoi il s'agit, alors que c'est évident qu'elle l'a compris, puisqu'on avait justement dans le premier paragraphe son point de vue, et qu'on sait qu'elle a deviné de qui il s'agissait. Et pour finir, Madame la Dauphine qui joue le même jeu que les personnages, en refusant d'expliciter les choses, avec donc une reprise de termes, vous devinez fort bien, qui fait écho à je ne devine pas si bien que. Donc elle met Madame de Clèves face à l'évidence, et elle évoque également le principe du coup de foudre, c'est-à-dire se connaître sans jamais se rencontrer. Hein. On a cette phrase-là, vous le connaissez sans l'avoir jamais vu. Toujours dans cette idée d'implicite. On a là aussi des négations à ne vouloir pas avouer et sans l'avoir jamais vu. On a donc finalement cette persistance du silence malgré des paroles au discours direct et un refus d'expliciter la réalité, c'est-à-dire le fait que les deux personnages sont tombés amoureux au premier regard, mais les conventions sociales font que ça ne peut pas être révélé. Pour conclure, on s'était donc demandé comment le topos de la rencontre était mis en scène, et on voit qu'effectivement on est sur une scène assez théâtrale et qui joue vraiment sur ce qui est dit, ce qui est caché. On a donc déjà le coup de foudre entre les deux personnages qui sont idéalisés, donc on a quelque chose de remarquable. C'est un événement qui est censé être exceptionnel. De plus, cet événement est un spectacle pour tous les autres. On a comme une scène avec ces deux personnages qui dansent et le public tout autour. Enfin, on a un jeu, donc je le disais, entre les regards et les paroles, tout est implicite, et c'est la narration finalement qui permet de comprendre sans que rien ne soit dit. J'expliquais qu'on avait donc ces jeux sur les variations de points de vue, et c'est ça précisément qui nous permet de savoir sans qu'on nous dise rien, enfin en tout cas sans que les personnages, eux, ne se disent rien. Donc le lecteur finalement en sait davantage que les personnages.
On pourrait s'intéresser, face à une thématique aussi exploitée que la rencontre amoureuse, ici mise en scène en plus avec l'aspect coup de foudre, on pourrait s'interroger sur ce qui prend le contre-pied de ce topos-là, c'est-à-dire une rencontre où au contraire on assiste à deux personnages qui ne se plaisent pas. Or c'est le cas par exemple dans Aurélien d'Aragon, qui rencontre Bérénice, et d'emblée les deux personnages se déplaisent. C'est un portrait tout à fait dépréciatif qui est fait de Bérénice par Aurélien, et on est là très très loin de l'idéalisation proposée par Lafayette, et c'est donc un aspect qui renouvelle vraiment ce topos-là. J'espère que cette explication vous aura bien aidé. La dernière vidéo, la prochaine, sera sur La Fontaine, et j'espère que avec ces 3 exemples-là, vous serez paré à toute éventualité.